mot d'introduction, déjà vous remercier tous, toutes et tous d'être présents, de participer à nos 48 heures de l'achat responsable, donc qui est un événement 100% digital qui a commencé hier. Et donc le but de cet événement est de promouvoir l'offre de biens et services des structures de l'ESS du Grand Est. Le webinaire d'aujourd'hui porte sur la thématique de l'alimentation. Et l'idée, c'est de montrer que voilà, l'ESS est dans nos assiettes, que ces structures à utilité sociale sont présentes sur toute la filière, on va dire, de l'alimentation en Grand Est, mais pas que. Voilà. Et donc, pour ce webinaire, donc on a Charles Thomasin qui représente le réseau Partage, qui voilà, animera ce webinaire. Et puis, nous avons 4 invités qui témoigneront, donc, qui présenteront leur structure, leurs activités, leurs projets et vous permettre de découvrir l'ESS et l'alimentation. Charles, je te donne la main. Merci beaucoup, Amélia. Merci beaucoup de l'invitation, la proposition de participer à ce temps. Nous aurons donc 4 participants avec nous qui représentent un peu différents maillons de la chaîne alimentaire, aussi bien au niveau de la production, de la transformation, que de l'accessibilité alimentaire ou de la restauration collective. Bien sûr, ça ne représente pas l'entièreté de la chaîne et ce n'est pas forcément représentatif de notre système alimentaire actuel, mais l'idée, vous allez le voir, c'est un petit peu de dessiner et de voir un peu les acteurs de l'ESS qui s'engagent sur l'alimentation que nous, on définit comme durable au réseau Partage. Donc, je me permets, je vais présenter rapidement le réseau Partage avant de laisser la parole et puis de brosser un petit peu ce panorama. Donc, qu'est-ce que c'est que le réseau Partage? C'est un réseau qui est animé par Citoyens et Territoires, qui est une association basée à Colombey-les-Belles et qui est sur le développement local et l'animation de réseaux. Et c'est un réseau qui existe depuis maintenant 1 an et qui a pour objectif de faciliter, de développer la transition agroalimentaire en Grand Est. Donc, on rassemble des acteurs de la transition alimentaire à l'échelle du territoire. Et notre but, c'est de les faire se rassembler, échanger, s'outiller pour ensemble bâtir des solidarités et puis aussi répondre aux questions alimentaires. Donc concrètement, quand je parle d'acteurs, on a toute une galaxie d'acteurs, mais notamment les plus actifs, ce sont les PAT sur vos territoires où vous les connaissez peut-être, mais les PAT, ce sont donc des projets alimentaires territoriaux. C'est effectivement des collectifs d'acteurs sur un territoire défini qui vont d'un parc naturel à un pays en passant par un département. Et donc, ces acteurs se rassemblent à l'échelle locale pour justement bâtir une alimentation plus résiliente, des coopérations, essayer de développer des projets qui relocalisent ou qui évitent le gaspillage alimentaire ou qui permettent d'accéder à une alimentation plus saine. Voilà, c'est des projets assez transversaux. À l'échelle du Grand Est, donc, on en a une trentaine qui sont labellisés ou en cours de création. Au sein du réseau, on a des groupes de travail qui capitalisent sur une 60aine de membres qui prennent part à nos temps d'échange. Sur le site du réseau, il y a plus d'une centaine de fiches ressources maintenant avec des guides, des fiches méthodologiques, des retours d'expérience, des études qui permettent un petit peu de comprendre ce qu'est la transition alimentaire, les enjeux, mais aussi les moyens pour l'atteindre. On a aussi 6 groupes de travail thématiques qui essayent donc de se questionner sur le gaspillage alimentaire, par exemple, voir faire un état des lieux, les freins, les bonnes pratiques sur certains territoires, voilà. Et puis effectivement, des événements, alors ça c'est pas passé sur cette slide, mais des événements qu'on organise donc autour d'un temps régional qui est le 8 décembre prochain, mais aussi tous les mois des cafés solutions, donc pour que les acteurs qui se posent des questions, qui ont des problématiques
autour de l'alimentation puissent les poser et qu'avec un petit collectif, on essaye d'y répondre. Et des visites de terrain, dont la première, ce sera une de nos intervenantes aujourd'hui, mais on a visité la banque alimentaire de Moselle et la conserverie locale, dont on a fait une petite vidéo qui est accessible aussi sur le site du réseau. Voilà en quelques mots un petit peu ce qu'est le réseau Partage. Nous, au sein de ce réseau, je vous ai utilisé plusieurs fois le mot transition alimentaire ou alimentation durable. Je pense que ça peut être intéressant de rapidement le définir et de voir en quoi justement les acteurs qu'on a souhaité inviter aujourd'hui et faire intervenir y répondent. Qu'est-ce que c'est que l'alimentation durable? C'est nourrir les êtres humains en qualité et en quantité suffisante, aujourd'hui et pour demain, dans le respect de l'environnement, tout en étant accessible économiquement et rémunératrice sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. Donc, vous voyez, chaque mot est pesé. Certains peuvent paraître un peu antinomiques. C'est aussi pour ça que c'est important de faire échanger les acteurs, parce que être accessible économiquement, ça peut sembler parfois un peu contradictoire avec une rémunération de l'ensemble correcte de l'ensemble de la chaîne. Donc c'est d'où l'importance un petit peu de questionner la chose, de voir comment y répondre, d'essayer de développer un peu des réponses innovantes. Et je pense qu'on a quelques pistes avec les intervenants d'aujourd'hui sur ces sujets-là. Et puis pour mettre un petit peu en contexte aussi ce qu'est l'alimentation à l'heure actuelle, ça représente un quart de l'empreinte carbone des Français. À l'heure où la COP 26 vient de se clôturer, c'est important de le mettre en perspective. C'est autant que le logement ou le transport. C'est essentiellement situé au niveau de la production, mais il y a aussi une empreinte carbone tout au long de la chaîne alimentaire. C'est un élément essentiel en termes de santé. Je pense que tout le monde en est maintenant convaincu, mais l'alimentation est un facteur essentiel pour vivre en bonne santé longtemps. Donc une alimentation équilibrée, une nutrition adaptée. C'est un tiers du gaspillage, un tiers de gaspillage, pardon, au niveau mondial. C'est-à-dire qu'un tiers de la production est jeté à un moment dans le processus. Et puis, c'était 34% du budget des ménages il y a 60 ans maintenant. Et maintenant, ça représente 14 à 20% du budget des ménages, avec une proportionnalité qui varie dans les déciles entre les ménages les plus modestes, pour qui ça représente une part plus importante, avec le logement, et puis les ménages plus aisés où c'est moins important. Donc voilà pour poser un petit peu les bases et puis le contexte. Et donc, là-dessus, je pense que vous l'avez compris, l'économie sociale et solidaire est un acteur majeur. C'est pas nouveau, c'est pas, je veux dire, les coopératives de producteurs font partie peut-être des premiers exemples de structures de l'ESS. Mais voilà, à l'heure actuelle, on identifie pas mal d'innovations et de nouveaux acteurs tout au long de la chaîne. Donc, on va essayer de les brosser ensemble. Alors, on s'était proposé, que vous ne nous perdiez pas en chemin, je vous explique, on s'était proposé de faire un déroulé qui aille de la fourche à la fourchette, avec une présentation de chacun. Manon Card de Partage ton frigo et de la conserverie locale ayant un petit impératif horaire, on se propose de décorner un peu le déroulé et de passer directement à la transformation. On reviendra sur la partie production, mais je pense qu'il y aura des ponts qui pourront se faire. Alors, je passe rapidement. Et donc, la transformation alimentaire, qu'est-ce qu'on englobe avant de laisser la parole à Manon dans cet item de transformation alimentaire? En fait, c'est tout ce qui permet de passer d'un produit brut à un produit transformé ou consommable, ou de retransformer des produits en fin de vie. Nous, en réfléchissant avec Amélia sur les acteurs locaux sur ces sujets-là, on a identifié un certain nombre d'acteurs. C'est
Ça n'a pas vocation à être exhaustif. Si vous voulez en rajouter dans le chat, n'hésitez pas. Mais on identifie notamment des producteurs et des coopératives agricoles, on en parlait. Vous avez donc des coopératives agricoles qui se positionnent essentiellement sur la partie valorisation des productions. On peut penser, moi je suis en Meurthe-et-Moselle, donc on a pensé à Vega Fruits notamment, qui sur les fruits, les mirabelles transforme et qui a le statut de coopérative. On peut penser à d'autres acteurs qui se positionnent plus effectivement sur des matières premières pour les transformer pour les particuliers ou la restauration collective. Donc on a beaucoup de légumeries qui se développent notamment avec le dernier plan de relance. Donc des légumeries qui souvent ont un statut de l'ESS, soit associatif, soit ESAT. Donc, on en a cité quelques-unes, hein, l'île aux Bois dans la Marne, les aides de Varis qui est parmi nous, qui se positionne également, si je ne dis pas de bêtises, en légumerie. Tout à fait. Voilà. Et la conserverie locale, qui, elle, a cette petite particularité, et Manon va pouvoir nous le développer, d'être à la fois sur la transformation de matières premières, mais aussi de travailler des surplus ou des invendus pour les valoriser ou en tout cas éviter leur perte. Donc voilà, je pense que je ne vais pas faire plus longuement le teasing. Je vais te laisser la parole, Manon, présenter un petit peu ce que vous faites. Merci. Donc la conserverie locale, elle est née du constat effectivement que tu citais un petit peu au début sur le gaspillage alimentaire. On est une association de partage ton frigo depuis 2013. On mettait en place beaucoup d'actions de sensibilisation autour du gaspillage alimentaire auprès des particuliers. Et plus on a organisé des événements, plus on était au fait de surplus et d'invendus, notamment à la banque alimentaire. C'était notre première constatation, c'est que des fruits et légumes qui avaient une durée de vie de 48 heures n'étaient pas transformés. Une partie de ce qui était collecté à la banque alimentaire pouvait partir en méthanisation. Face à ce constat, on s'est dit qu'on aimerait faire un outil de transformation pour les transformer en conserve et leur donner une longue durée de vie, une longue conservation. Et en même temps, on se rend compte que ces surplus, ces invendus, ne sont pas uniquement à la banque alimentaire. Ils sont également chez nos producteurs locaux de toutes les tailles. Vraiment, on n'a pas besoin de faire 80 hectares pour avoir des surplus et des pics de saisonnalité, surtout au mois d'août ou au mois de juillet, mais finalement un petit peu toute l'année. Les surplus des producteurs, ça va être des choses un peu tordues, des choses un peu déclassées, ou en plein mois d'août, le pic de la saisonnalité de tomates, mais en plein mois d'août, tout le monde est en vacances dans notre région. Donc voilà. Et en fait, on s'est rendu compte que en voulant créer un outil de transformation en conserve pour les gisements de la banque alimentaire, on allait aussi répondre potentiellement au surplus des producteurs locaux qui ne savaient pas transformer. En tout cas, peu d'outils pouvaient répondre à cette même demande. Et donc, ça a permis de mutualiser l'outil finalement pour différentes finalités, ce qui nous a fait nous positionner sur un outil de conserverie à disposition un peu de tout acteur. Et donc, aujourd'hui, en 3 ans, on a vraiment eu un super accueil de l'écosystème agricole et c'est très passionnant de pouvoir travailler avec eux parce que finalement, ils étaient en attente aussi de ce type de produit. Ça va complètement dans l'alimentation durable parce que ça permet d'avoir autre chose que des produits, des fruits et légumes frais, d'étoffer la gamme, d'avoir aussi des produits qu'on n'avait pas en local, des ketchup locaux, des tartinades locaux, les confitures, on pouvait les trouver, mais tout ce qui va être soupe, tout ce qui va être conserve, mais en local. On en avait peu et ça a rendu accessible donc aujourd'hui, c'est 35 producteurs qui viennent nous voir et ça a rendu accessible finalement cette compétence agroalimentaire qui est plutôt réservée à une industrie, ça l'a rendu accessible à tout le monde. Et donc, du coup, à peu près tous les producteurs autour de Metz et même au-delà viennent faire 10 transformations dans l'année et ils auront leurs produits avec leurs étiquettes dans leur magasin. Et ça permet de compléter la boucle d'une alimentation durable et des circuits courts et de permettre d'avoir aussi des produits transformés, pas que du produit frais. Donc, en 3 ans, cette année, c'est la première année pleine, hors Covid, hors lancement, ainsi de suite. Donc, on est sur 80 000 produits cette année,
estimatif, 80 000 pots, ce qui est plutôt énorme parce qu'on est toujours et on a commencé dans 30 mètres carrés de laboratoire. On déménage courant de l'année sur l'agrobiopôle à Marly. Voilà, on a aussi, donc c'est à peu près 60% de notre activité, la transformation à façon. On va avoir 15% qui sont des produits qu'on prend à la banque alimentaire et qu'on transforme et qu'on redonne gratuitement à la banque alimentaire, qui seront destinés à des épiceries sociales et solidaires. C'est vraiment le principe de mutualiser cet outil, de pouvoir faire des transformations gratuites parce qu'on l'a mutualisé avec tout un écosystème en local. Et enfin, les producteurs, à des moments, ils peuvent ne pas vouloir 700 pots de ketchup avec leurs 200 kilos de tomates, et donc du coup, on peut leur racheter leurs tomates en surplus et faire des produits sous notre marque qui s'appelle la conserverie locale, ce qui nous a amené à les diffuser aussi dans des créneaux, des canaux de distribution en local, tout en laissant la priorité aux producteurs, en disant, voilà, si vous êtes déjà dans ce magasin, on met les produits que vous ne proposez pas, parce que nous, c'est vraiment de leur laisser la place et de leur laisser la possibilité de valoriser ce qu'ils ont fait avec leurs produits. Une flexibilité aussi, c'est-à-dire que si jamais ils ne vendent pas tous les produits, au bout d'un an, il y a une DLUO, une DDM de 2 ans. S'ils ne vendent pas tout, on reprend tout, on saura les vendre sous nos canaux de distribution. Vraiment zéro risque pour le producteur parce que c'est des avances de trésorerie qui peuvent être un peu lourdes. Donc voilà un petit peu la flexibilité qu'on a trouvée, le modèle qui s'est construit petit à petit et qui sera sûrement encore en train de se construire au fur et à mesure des années. C'est vraiment de faire une montée en puissance petit à petit, de vraiment bien voir l'écosystème, d'être en réponse à l'écosystème agricole et aussi aux besoins de la banque alimentaire, et de le faire petit à petit. Aujourd'hui, donc du coup, on a 5 personnes en CDI et 3 personnes en CDD alternance. Et voilà, le déménagement est une grande étape. Chaque année, chaque mois sont à chaque fois des étapes qui sont franchies. Donc c'est très intéressant et passionnant de voir que finalement, avec 30 mètres carrés, un petit peu d'outils, l'aide des écosystèmes régionaux et locaux aussi, qui ont permis que l'outil sorte de terre, et finalement, on arrive à faire des choses intéressantes, de la production de conserve en ultra local. Et puis, l'idée, c'est d'essaimer aussi ce type de projet et d'accompagner d'autres porteurs qui souhaitent le faire sur d'autres territoires. J'ai vu que dans les participants, Eve des Retoqués à Strasbourg était là, et donc du coup elle est venue nous voir et on a pu un peu collaborer pour que leur projet aboutisse, et puis voilà, d'autres projets sur le territoire pour que cet outil finalement il soit en local et que chaque territoire ait un petit peu l'outil adapté à son besoin, zone rurale, urbaine, voilà, rendre accessible ce type de transformation. Nos produits sous notre marque, on va les trouver dans beaucoup d'épiceries, boulangeries, boucheries. Là, on a un magasin en ce moment avec Blida, le tiers-lieu Blida, place de la République, à Metz. Vraiment un peu partout. Souvent, à Metz, il y a eu un bel effort qui a été fait par l'équipe. Ils ont un peu positionné les produits partout. Et sinon, finalement aussi, nous, on n'est pas là que pour défendre nos produits, mais aussi les produits des producteurs finalement qu'on fait pour eux. Et on va avoir la ferme Bel-Air, la cueillette de Peltre, la Val de Moselle, Vincent Neveu, vraiment beaucoup de producteurs. Et ça sera sur les étals des marchés, dans les magasins de producteurs ou les magasins à la ferme. Et sur Internet, on s'est actualisé, on a fait un click and collect Covid oblige, et puis voilà, plein de petites plateformes qu'on expérimente, des plateformes locales comme Mess en Plette, qui est une plateforme de vente mise en place par la métropole. Donc voilà, normalement, en tapant la conserverie locale, vous retrouvez des produits, ça, il n'y a pas de souci. Et puis, on fait beaucoup en cette saison des cadeaux, les paniers Noël pour les mairies, pour les entreprises, les comités d'entreprise. Voilà, on les positionne un petit peu en achat responsable pour les CE ou autres, ou pour les entreprises qui veulent s'impliquer un petit peu, donner un coup de pouce au projet et en même temps faire découvrir les produits à leurs salariés. Ça donne une bonne idée cadeau pour les participants. Et un petit complément, tu me fais penser, effectivement, on est sur des produits un peu originaux, et en fait, c'était un moyen de se différencier, et ça a bien pris, en fait. Au début, les producteurs, ils viennent chez nous, ils veulent une soupe classique de légumes qui est un peu compliquée dans notre outil parce qu'il faut une taille d'équipement assez conséquent, et donc on est allé sur des ketchup de betterave, confiture de carottes, tartinade, des houmous à la betterave, des choses comme ça. Donc on est vraiment
vraiment aller sur une gamme originale qui permet de se démarquer de ce qu'on peut trouver en supermarché. Alors, on sait faire le ketchup de tomate classique, mais on n'est pas non plus hyper avantageux par rapport à… On n'est pas non plus la plus grosse région de tomates. Mais voilà, donc la clientèle recherche vraiment des produits qui changent de l'ordinaire. Et chez nous, c'est très simple. En fait, le lundi, le chef de prod va avoir une idée. C'est comme ça qu'on a créé une pâte à tartiner de lentilles. C'est comme une crème de marron, comme une confiture de lentilles. Le lundi, il avait cette idée. On devait travailler sur les légumineuses. Il avait cette idée. Je lui dis, t'es sûr quand même, une confiture de lentilles, ça va être très bizarre. Il le lance, c'est délicieux. 4 jours après, on avait étiqueté. 7 jours après, c'était distribué en fait. Et c'est le meilleur test qu'on peut faire. C'est des petits lots qu'on teste auprès des clients, qu'on fait goûter. Et ça, en fait, le panel d'un outil de transformation flexible comme ça, c'est hyper passionnant parce que tout peut être fait en conserve. Et ça, c'est vraiment, vraiment amusant. Ouais, Et donc en plus, ça plaît. Donc, ça va. une vraie agilité comme ça Est-ce que le modèle, on va dire, le fait d'être une association, pour toi, est en lien avec cette agilité, cette flexibilité, le fait de répondre un peu aux besoins, Mais vous identifiez? en fait, c'était vraiment un portage qu'on voulait depuis le début. Donc, on était association. Et puis, si on doit évoluer, c'est vers une forme coopérative type SIC. C'est un peu ce qui se présage. Mais c'est vraiment, nous, on voulait que ce soit un outil qui soit collectif. Le fait de faire une SIC, c'est qu'on va pouvoir inclure les producteurs, la banque alimentaire, des acteurs de territoire. Et aussi que ce soit finalement en fait, c'est des petites marges, la conserve, et c'est l'idée qu'il n'y a personne qui puisse s'enrichir d'un tel projet, puisqu'il doit servir le territoire avant tout, il doit être au service des agriculteurs, au service de ce qu'on peut faire pour le territoire. Pour nous, c'était tout naturel, et c'est vraiment dans l'ADN de notre structure de rester ancré dans l'ESS, et c'était pour nous naturel de le faire, parce que c'était un projet où il y avait une dimension sociale, un projet où il y avait une dimension de lutte contre le gaspillage alimentaire, environnemental, et de territorialisation de l'alimentation. Vraiment, de rester en local sur l'alimentation, de montrer qu'en fait, en ultra local, on peut créer des produits. Et c'est aussi ça, il y a un lien avec l'artisanat. Sur justement ce modèle économique un petit peu original qui fait que d'une part, il y a 60% à façon, donc il y a 15% qui est un petit peu du bénévolat, on va dire, pour la banque alimentaire, enfin, en tout cas de la transformation pour redonner à la banque alimentaire pour ses bénéficiaires. Et le reste, donc, c'est uniquement la marque où il y a de la subvention? Quel est le modèle? Oui, alors il y a eu effectivement de l'aide à l'investissement, au poste pour lancer le projet. Et on voit que d'année en année, on devient de plus en plus autonome. Et c'est le but, hein, c'est quand on voit qu'il y a 80 000 pots, ça permet de fiabiliser et de pérenniser les postes créés. Et donc aussi, on a une partie où on accompagne des porteurs de projets, des communautés de communes ou autres, qui est une autre source de rémunération, qui permet en fait d'aller sur plein de petites briques. C'est vrai qu'on ne s'est pas fermé un peu dans le modèle économique, et pour qu'il s'impose petit à petit de lui-même, et qu'on puisse un peu tout équilibrer. Le principe, c'est vraiment de faire tourner l'outil pour que vraiment on a un outil, il faut le faire tourner pour viabiliser finalement une personne qui transforme à temps plein, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est un peu, on a construit brique par brique, et on voit les opportunités. Il y a de la formation, il y a de la transformation à façon, il y a de la vente de produits. C'était pas nos métiers vraiment de commercialiser des produits, même de transformer, hein. On s'est formé à la transformation. Et donc du coup, voilà, on équilibre petit à petit de cette façon-là. Et je pense que c'est peut-être aussi la structure, c'est que rien n'est figé, c'est que tout reste encore à construire finalement. Chaque année, il y a des nouvelles choses qui apparaissent, ainsi de suite. C'est assez agile. Et agile, et à notre échelle aussi, hein, de vraiment pas voir les choses en gigantesque dès le début, hein. On a vu des projets se lancer, mettre 2 millions sur la table pour faire une conserverie. Non, vraiment de faire à petite échelle pour voir vraiment répondre petit à petit aux besoins du territoire qui se font pressentir. Et sur vous parlez, j'aime bien les questions un peu concrètes comme ça, mais tu parlais par exemple dans la durabilité de l'alimentation, il y a la question de l'accessibilité et de la répartition un petit peu de la valeur. Est-ce que ce serait possible pour les gens qui nous regardent
de tête, c'est peut-être compliqué, mais sur un pot à X euros, dire un petit peu. Oui, tout à fait. Nous, on se rend compte que quand un producteur vient chez nous, en moyenne, le pot lui coûte 1,90 €. C'est des pots qui vont vendre 3,50 €, 4 €, 4,50 € selon la matière qu'ils vont mettre dedans. Dedans, ils vont rajouter leur matière et l'effort de commercialisation qu'ils font. Quand on vend un pot 1,90 €, on va avoir à peu près 40-50 centimes de contenant, de matière ou ainsi de suite, 30 centimes d'amortissement de tous les équipements pour pouvoir les renouveler et 1 € de main-d'œuvre. On ne marge pas ou vraiment quasiment peu, ça va dépendre parfois quand il y a un peu plus de volume ou autre. Il n'y a vraiment pas de marge, c'est prix coûtant pour le producteur, mais nous, ça nous va. On a créé les emplois, on a financé l'outil et ce n'est pas le but d'aller. De toute façon, il faut le rendre accessible. On le rend accessible au producteur. Cette transformation à façon, on lui permet d'y aller à la transformation à façon sur des petites quantités. Il nous ramène 60 kilos, on sait faire. Il nous amène 30 kilos de concombre, on sait faire. Et ça, c'est le rendre accessible au producteur. Et après, on a aussi décidé d'homogénéiser le tarif bio et conventionnel pour que le producteur bio puisse aussi y accéder et que le consommateur n'ait pas la répercussion du prix bio. Donc nous, parfois, il y a des coûts où on est encore moins, on est vraiment au prix coûtant, parce que voilà, on veut que le bio soit accessible aussi aux consommateurs du producteur, aux clients du producteur. Après, on a les prix qu'on a, nous, en marque directe. Là, on va avoir une petite une marge, effectivement. C'est celle parce qu'on va acheter la matière et c'est celle qui paye aussi l'effort de commercialisation, qui est quand même quelque chose parce que c'est vrai, quand on travaille avec le producteur, c'est facile, on lui fait 300 pots, il vient les chercher le lendemain. Effort de commercialisation, il y en a très peu. Et quand on vend en direct, il y a un effort de commercialisation qu'il faut inclure. Et voilà, tout ça s'équilibre. Effectivement, la vente directe, nous, il y a une marge plus inconséquente, mais qui vient payer le fait que le producteur n'a vraiment zéro marge, puis ça vient payer aussi le fait qu'on donne à la banque alimentaire. Donc, quand on donne à la banque alimentaire, on donne à peu près 1,90 € de 30 par pot de transformation. Merci Manon pour ce beau témoignage. Merci. Merci. Donc, on va remonter la chaîne alimentaire pour tendre vers effectivement la question de la production. Donc, la production, on a un certain nombre d'acteurs qui se positionnent là-dessus. Donc, je ne reviens pas sur les coopératives de production qui peuvent exister, mais on a tout un format plutôt associatif qui s'est développé sur le secteur de la production. On a au niveau du maraîchage un certain nombre d'acteurs locaux qui sont historiques, notamment au travers le réseau des jardins de Cocagne, mais aussi voilà, toute une déclinaison d'acteurs qui se sont positionnés sur le maraîchage, parfois aussi la convergence d'autres activités qu'ils peuvent avoir, on le verra tout à l'heure, mais sur de l'horticulture ou sur effectivement de l'entretien d'espaces verts. Des fois, historiquement, on part de ce type d'activité, puis on va vers le maraîchage de façon un peu naturelle. On a des acteurs qui se sont positionnés aussi pour l'accès et l'accessibilité au terrain, au foncier, notamment Terre de Liens, que vous connaissez peut-être, donc qui est une association qui permet l'installation de jeunes producteurs qui auraient des difficultés à accéder au foncier. On a des acteurs aussi associatifs qui se sont positionnés sur les semences paysannes pour permettre la conservation et l'accès, la distribution de semences potagères traditionnelles, reproductibles, afin aussi de lutter contre, on va dire, ça y est, le nom m'échappe, mais ça y est, je viens de perdre mon mot, mais en tout cas, le fait d'empêcher la reproduction des semences traditionnelles. On a des associations qui sont positionnées aussi sur les jardins partagés et l'agriculture urbaine. Alors là, il y en a toute une galaxie qu'on n'a pas pu lister, mais on a beaucoup de régies de quartier qui se sont mis
au jardin partagé, avec des ambitions plus ou moins fortes d'arriver à une forme d'autonomie alimentaire. Parfois, c'est juste du travail social pour créer du lien, une forme de prétexte pour parler de l'alimentation, du rapport au territoire. Et parfois, il y a une vraie ambition d'autosuffisance alimentaire. C'est notamment une des ambitions des jardins nourriciers à Neuve-Maisons, en Meurthe-et-Moselle, mais pas seulement. On a des acteurs qui se sont positionnés sur la sensibilisation, sur l'éducation à l'alimentation. Donc, on a Artisans du Monde qui est plus sur des producteurs qui sont en dehors du local, hein, plutôt sur du commerce équitable. On a Frugali, on a aussi l'Atelier Paysan, qui est un acteur que vous identifiez pas forcément, tout le monde, qui n'est pas très connu, mais qui promeut des solutions open source pour les producteurs et les agriculteurs afin de leur permettre de se réapproprier leurs outils. Sur l'idée un peu de la low-tech, permettre aux agriculteurs de bricoler leurs propres outils. Et donc voilà un petit peu toute cette galaxie qui gravite autour de la production agricole et du soutien aux agriculteurs. Et donc parmi les producteurs, la structure qu'avec Amélia nous avons identifiée, c'est donc l'ESAT de Varise, à qui je vais laisser la parole. Est-ce que le micro fonctionne? Bonjour. Bonjour. Le micro, ça a l'air de fonctionner, vous m'entendez? Parfaitement. Bon, ben voilà. Donc, les Advaris, j'ai réussi à le mettre en fond d'écran. Hein, donc, c'était une façon de vous montrer un petit peu le lieu. Donc, pour situer, on est à un quart d'heure de Metz, sur l'axe autoroutier entre Metz et Strasbourg. Donc, entre Metz, Saint-Avold et du nord au sud, entre Boulay et Courcelles-Chaussy. Donc, une zone rurale. Et l'ESAT est installé depuis 1980 sur cette zone, sur la base d'un ancien centre aéré de la SNCF et sur la base d'une ancienne pépinière. Donc, juste pour situer, ça nous permet d'avoir 8 hectares, dont 5 hectares de pépinière qui n'est pas exploité depuis un certain temps. Donc, moi, j'ai repris direction il y a 1 an et demi et quand je suis arrivé, l'ESAT s'est orienté sur la restauration, sur les activités de restauration, les activités d'espace vert, sans forcément avoir une vraie stratégie autour du milieu agricole, mais en se disant que c'était une des possibilités de développement. Et en reprenant les bases historiques de l'ESAT et sa localisation, on sait devenir un acteur de l'écosystème agricole en région, pour accompagner dans une logique sociale nos travailleurs, mais également permettre à des agriculteurs d'avoir un outil de transformation complémentaire sur le lieu et à proximité de leur ferme. Naturellement, quand on est nous-mêmes orientés sur des activités de restauration, on est en contact avec les producteurs et on s'approvisionne comme on peut en région ou au-delà. Donc, pour résumer, si on ajoute nos atouts, une localisation rurale, des terres à transformer et des possibilités de nourrir à travers nos restaurants, puisqu'on a une cuisine centrale et un restaurant d'application, il nous manquait un petit peu l'outil intermédiaire, c'est la possibilité d'offrir des débouchés aux agriculteurs locaux qui voulaient se développer en maraîchage. Donc, on s'est orienté vers la transformation d'ateliers sous-traitance en légumerie. Et la légumerie sera opérationnelle en début d'année 2022. Donc, pour résumer, c'est 800 mètres carrés de locaux industriels transformés en légumerie en 2 zones. Une zone de 400 mètres carrés dédiée à du stockage froid et une zone de 400 mètres carrés dédiée à de la transformation. Avec, au sein de cette zone, 2 ateliers, un atelier de transformation conventionnelle, un atelier dédié au bio. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le modèle repose sur 2 légumeries en une seule. Une plutôt sur un modèle artisanal dédié à du bio et une sur un modèle dédié à du volume. L'entrepôt qui est créé au sein de cet atelier de 800 mètres carrés est un entrepôt composé de 8 chambres froides, différentes tailles, qui permettra de répondre à des problématiques de stockage pour des producteurs de petits volumes. Un producteur bio en maraîchage local qui veut se lancer et qui va faire
quelques centaines de kilos, voire quelques tonnes, qui n'a pas de capacité d'investissement pour des chambres froides, il pourra louer un espace, par exemple, et on pourra l'accompagner à travers la transformation de ses produits. Donc, la légumerie, elle est conçue pour apporter des réponses à différents projets de développement d'agriculteurs, nous permet de fédérer autour du projet des agriculteurs, des maraîchers, bio ou non, qui souhaitent se lancer avec un peu de visibilité sur leurs débouchés. Donc, moi, quelque part, le modèle n'existe pas. Donc, on le crée avec les acteurs qui vont être intéressés par nos capacités de production. Éventuellement même, je vais acheter un véhicule froid qui permettra peut-être d'être mutualisé pour des producteurs qui souhaitent une fois par mois ou 2 fois par mois assurer des livraisons et qui n'ont pas les moyens de louer un véhicule, hein, puisqu'on est sur des sommes assez onéreuses. L'idée de la légumerie, c'est d'apporter des solutions à la fois aux maraîchers locaux, aux agriculteurs, et nous, de permettre de répondre aux besoins de la restauration collective ou de la restauration traditionnelle en produits transformés frais, idéalement en circuit court ou bio, pour répondre à la fois à la loi Egalim, mais également à des besoins de qualité pour la restauration locale. Si vous voulez, l'idée, c'est d'aller dans cette direction. On est parti d'une feuille blanche il y a 1 an, elle se remplit, mais il y a encore beaucoup de zones blanches qu'on veut construire avec des acteurs comme tous ceux qui sont réunis autour de ce webinaire. Donc, Amélia m'a proposé de participer, j'ai trouvé que c'était une excellente idée pour montrer ce qu'on souhaite développer et comment on va le faire, et puis d'essayer d'apporter également des réponses à des structures qui en auraient besoin. Pour vous permettre d'aller plus en détail sur le fonctionnement, la légumerie permettra à 40 travailleurs en situation de handicap de monter en compétences et de répondre aux besoins de transformation. Sachant que dans un ESAT, le principe, c'est de donner du travail à des personnes qui ont eu une orientation de par leur handicap et qui ne sont pas en capacité de travailler au même rythme, à la même intensité, sous la même pression qu'une personne en milieu ordinaire. Donc, l'objectif, c'est de s'adapter à chacun et de créer un atelier de transformation qui permette à chacun de travailler à son rythme. Donc, la légumerie est peu mécanisée, avec un minimum, donc repose sur principe d'éplucheuse, de laveuse, d'outils qui feront beaucoup pour couper et transformer les produits et ensuite les mettre sous vide. Mais toute la phase de transformation, elle va être surtout axée sur la capacité des personnes à accompagner l'épluchage. Donc, une éplucheuse, elle va laisser des morceaux sur des légumes qui ne sont pas épluchés. Donc, c'est la personne, quelques équipes de travailleurs qui vont retoucher. Au lieu d'être sur du coupage de légumes très mécanisé, on aura des petits outils avec beaucoup de gestes manuels pour transformer les produits. Et la mise sous vide, dans la même logique, faite principalement manuellement. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir répondre à de toutes petites quantités, comme des gros volumes de production. Donc, l'idée, c'est de pouvoir transformer le vin de même 5 kilos jusqu'à 300 kilos par jour. Et cette transformation, juste pour être... Il y a une partie qui provient de votre maraîchage bio à vous. Vous avez du maraîchage bio. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. L'idée, ça a été de transformer progressivement la pépinière en zone de maraîchage adaptée à nos travailleurs. Donc, on ne fera pas tout type de légumes. C'est des légumes qui seront quelque part plutôt des terreux, facilement mis en plantation, facilement récoltés. Mais en effet, l'idée, c'est aussi d'avoir nous-mêmes quelques tonnes de légumes transformés. Mais on est à partir du moment, ça fait 10 ans qu'on est bio sur nos terres, donc on va rester sur la transformation de produits bio. C'est une question un petit peu par rapport au partenariat que vous envisagez. Est-ce que, en tant qu'ESAT, enfin voilà, vous parliez des producteurs. Est-ce que avec les collectivités ou avec les autres restaurations collectives du territoire, enfin quel lien vous tissez, quel partenariat? Est-ce que c'est simple? Est-ce qu'il y a un PAT sur votre territoire, un PAT? Voilà, toutes ces questions-là, un peu. Oui, un PAT, mais qui est pas très dynamique pour l'instant. Les acteurs, bon, comme pour tous les PAT, sont pas. Ça dépend de quelques acteurs. Hein. Les acteurs locaux ont l'intention, mais la réalisation est plus compliquée pour le moment. Mais l'essentiel, c'est que l'intention est là. Et c'est vrai que le fait que nous devenions un acteur agroalimentaire
qui va être reconnu sur la zone, ça permettra peut-être au PAT de se développer plus facilement. On s'aperçoit que dans les contacts avec les agriculteurs locaux, certains n'hésitent plus à aller sur des activités de maraîchage parce qu'ils peuvent trouver un débouché local de transformation qu'ils n'avaient pas forcément identifié au préalable. Donc, ce qui va leur permettre de développer des produits en circuit court, en agriculture raisonnée, sans forcément être bio pour le moment, et de trouver vraiment à proximité, dans un rayon de 5 à 10 km, un débouché semi-industriel. Et donc, on est soutenu par les collectivités dans l'intention de faire appel à nos services pour alimenter leur cuisine centrale ou leurs différentes activités de restauration. Au niveau de la communauté commune de la Houve et du Pays Boulageois, donc on alimentera progressivement la cuisine centrale qui nourrit 700 personnes dans la Comcom. On a des contacts avancés avec des lycées sur Metz qui sont intéressés par le fait d'avoir appel à nos services. Pour l'instant, on a contacté à la fois des acteurs de la restauration collective à travers des communautés de communes, des lycées, mais des acteurs également de la restauration privée avec des restaurants qui sont prêts à faire appel à nos services, dont des restaurants 4 étoiles, qui trouvent un vrai intérêt de pouvoir mettre en avant dans leur menu des produits locaux ils sont issus de circuits courts, qu'ils soient bio ou pas. C'est pas forcément le plus important pour eux, mais en tout cas, dans une logique d'agriculture raisonnée, ça leur va bien. Et aujourd'hui, même des groupes de restauration collective comme Elior sont intéressés par le fait de mettre en avant l'agriculture locale à travers ces outils de transformation. Et dernier point qui est vraiment important à comprendre, c'est que le problème de main-d'œuvre qui est évoqué par la presse depuis un moment dans la restauration, il est réel, à la fois dans la restauration collective et la restauration traditionnelle. Et le fait de proposer des produits frais prêts à l'emploi, prêts à être cuisinés, ça permet à ces structures de restauration de faire face à leurs problèmes de recrutement et de consacrer aux cuisiniers des tâches à valeur ajoutée. Donc, c'est faire la cuisine et préparer des plats et non plus passer du temps à faire de l'épluchage de légumes ou la transformation. Vous citiez tout à l'heure la loi Egalim. Je ne sais pas si tous les intervenants connaissent, mais effectivement, elle fixe des objectifs en termes pour les restaurations collectives, notamment de produits de qualité et durables au sein de la Restauco. Et c'est vrai que ça va un petit peu à rebours il y avait un mouvement ces dernières années, en tout cas décennies, que le métier parfois de cuisinier en restauration collective soit plus de l'assemblage de produits voilà. Et donc là, vous vous inscrivez un peu dans ce mouvement inverse, à la fois de faciliter l'usage de produits bruts, mais en internalisant chez vous la main-d'œuvre, quoi. Exactement. Et une main-d'œuvre qui s'inscrit dans une logique sociale, puisque l'objectif d'un ESAT, c'est de permettre à des personnes en situation de handicap d'accéder à l'emploi, donc soit au sein de l'établissement et idéalement à l'extérieur. Donc, si la légumerie leur permet de monter en compétences, d'acquérir un savoir-faire qui demain leur permettra d'intégrer le milieu ordinaire, ce serait une vraie réussite pour nous. Donc, cette mission sociale, elle reste présente derrière, bien sûr, les enjeux économiques. Et j'en profite pour répondre à une question que je viens de voir passer. Quels sont les objectifs de quantité de légumes sur l'année et un ordre de grandeur d'investissement? Donc, c'est 1 million d'euros d'investissement pour la transformation de 800 mètres carrés. Et l'objectif, le potentiel qu'on a imaginé, c'est 800 tonnes à l'année de matières premières. Donc, pour 600 tonnes de produits finis. Pour aller un petit peu dans le sens de la question que j'ai posée à Manon tout à l'heure, en termes on va dire, de prix final, est-ce que vous avez déjà j'imagine que dans le modèle économique, vous l'avez réfléchi, est-ce que pour le client restauration collective, ce sera le même prix que d'autres structures privées non ESS qui sont déjà sur le créneau? Est-ce que c'est... voilà, en termes de prix, comment vous vous situerez? Est-ce que vous le savez déjà? En rapport un petit peu au positionnement prix, on va dire,
Je ne sais pas si si c'est déjà quelque chose qui est inclus dans votre modèle économique. Est-ce que vous vous positionnez sur des tarifs qui seraient similaires à ceux peut-être de structures industrielles, privées, classiques? Est-ce que vous Oui. arrivez à être moins cher, plus cher? Je ne sais pas. Alors, je vous parle de l'intention et la réalisation, elle se fera au mieux en 2022. Bon, l'intention, c'est qu'on y trouve tous notre compte, donc que le producteur puisse vendre à un prix correct. Alors, quand je dis prix correct, le prix des légumes est très variable d'une saison à l'autre. Et si je peux garantir un prix au-dessus du marché pour les maraîchers locaux, je le ferai. Mais l'intention est celle-ci, et à nous de convaincre les clients d'acheter un peu plus cher, ce qui, si vous voulez, cette nouvelle aventure, elle a pour objectif d'être rentable. Je suis un peu dans le flou pour répondre précisément à ces questions, même si on a une logique d'analyse économique à la fois des coûts et de la rentabilité. Mais je vais faire au mieux, j'essaierai d'acheter au mieux et de vendre au mieux pour me permettre, moi, d'amortir les investissements. L'objectif, c'est surtout celui-ci. Hein. La marge sera pour l'amortissement et de créer un partenariat durable avec les maraîchers et les agriculteurs locaux. Donc, j'ai pas une réponse encore précise, même si j'ai déjà des hypothèses. Voilà. Merci beaucoup. Alors, il y a une question dans le chat par rapport au PAT de l'Eurométropole, savoir si vous avez été invité aux ateliers. Non, mais je suis prêt à venir sans problème. Bon. Je pense qu'on fera le lien sans problème. Il y a les coordonnées à la fin du PowerPoint qui permettront aussi de vous contacter directement. Et puis André Lassos me dit pas facile de se positionner sur les prix qu'Elior pratique. Et je suis complètement d'accord. Elior va nous assurer du volume. Donc, c'est intéressant pour lancer l'activité, mais c'est pas avec Elior qu'on va être en capacité d'apporter des marges fortes à nos producteurs et puis à notre outil industriel. Donc, c'est trouver, et l'enjeu, il est celui-ci, c'est trouver le bon modèle. Et le modèle, il va se construire progressivement. Mais l'essentiel, c'est d'être en capacité de répondre à un maximum de demandes avec un atelier sur mesure et une capacité à produire sur des grands volumes. Et juste pour terminer, j'ai des contacts avancés, notamment avec une structure locale dans le bio qui pourrait y trouver un intérêt à stocker les produits chez nous pour les voir transformer. Donc, on est capable de répondre à tout type de demande aujourd'hui sans discrimination. Voilà. Mais j'imagine, je pense que ça colle aussi avec les demandes des collectivités en termes de produits locaux et puis de valeur ajoutée en termes social sur des marchés publics. Donc, oui, effectivement. Oui, et puis encore une fois, l'idée, c'est de s'inscrire sur la durée. Donc, tout le travail que vous faites, qu'on fait ensemble ce matin, on voit bien, amène les individus à se positionner autrement vis-à-vis de leur alimentation. Et si on a investi ces sommes-là au sein d'un ESAT, c'est parce qu'on pense qu'il faut être moteur dans ce changement au niveau local et le soutenir sur la durée. Voilà. C'est important. Merci beaucoup. Je vous en prie. Dans la suite un petit peu de cette chaîne alimentaire, mais vous verrez les liens, c'est très transversal avec l'intervention de Baptiste. Mais effectivement, il y a la restauration hors domicile. On le sait, en fait, parmi les chiffres que j'aurais pu noter, c'est une vraie tendance aussi depuis plusieurs années à faire que les Français, les ménages, ont tendance à manger de plus en plus en dehors de leur domicile, que ce soit en marge de leur pause méridienne au travail ou effectivement en soirée. Donc, la question de la restauration n'est pas une petite question quand il s'agit de l'alimentation. Donc, dans le champ de l'ESS, il y a pas mal d'acteurs qui tendent à se créer, à tester différents modèles. Donc, on a des cafés et restaurants, souvent associatifs, qui se développent dans la région. On en a listé quelques-uns. Donc l'auberge de Varize qui a effectivement un lien avec le précédent intervenant.
mais aussi la cantoche, les bons restes, l'étang de la chaussée, voilà, qui ont tous pour objectif, en tout cas, de proposer une offre de restauration un peu différente. La cantoche, par exemple, que je connais un petit peu mieux, est positionnée sur des produits et sur des plats uniquement végétariens, donc qui essayent d'accompagner vers une transition de l'alimentation avec moins de viande. Les bons restes, par exemple, qui est un projet en création du côté de Reims, eux, plutôt, c'est sur l'anti-gaspillage qui se positionne. Donc, on voit que les acteurs associatifs essayent d'accompagner, souvent aussi avec de la pédagogie, de la sensibilisation, un certain nombre de changements dans l'alimentation. On a aussi des traiteurs. Donc là, on retrouve un certain nombre d'acteurs aussi de l'insertion, Sauvois Restauration. On a également le Café Fauve en Moselle, Solicook, Les Sept Pins qui est à Strasbourg, qui est aussi dans le domaine de l'insertion. Et puis la restauration collective. Alors là, on est effectivement sur de la restauration collective pour fournir d'autres structures collectives, ou également de la restauration, on va dire, interne, un peu plus, je pense, comme la maison de Courcelles, qui vise à nourrir les pensionnaires, ou en tout cas les usagers du lieu. Et donc, je vais laisser un petit peu Baptiste présenter leur démarche qui, là aussi, ne se limite pas à la restauration collective, mais un petit peu peut-être commencer par là. Donc effectivement, la maison de Courcelles, je pense que je vais commencer par présenter ce qu'est le lieu, et puis on va y venir petit à petit à ce qui est aujourd'hui l'activité qui concerne notamment le webinaire d'aujourd'hui, à savoir celle de la restauration collective. Donc la maison de Courcelles, c'est une association loi 1901 qui est de jeunesse et d'éducation populaire. Ça existe depuis 1979, le projet. Et c'est une association dont le cœur de métier, historiquement, est celui de faire de l'accueil collectif de mineurs et d'adultes également. Alors, soit sur des classes de découverte, avec différentes thématiques qui vont, le panel est assez large, ça va de la découverte, l'éducation à l'environnement, préhistoire, vidéo, art, du cirque, enfin, tout un tas de choses qu'on peut proposer par tout un tas d'intervenants qui travaillent avec nous. D'une part, l'accueil collectif aussi de mineurs sur le séjour de vacances, dont un qui s'appelle Je prends le temps, qui est le séjour autour duquel est né le projet éducatif et pédagogique de la Maison de Courcelles, qui est un projet particulier. J'y reviendrai parce que c'est aussi par cette genèse-là de ce projet associatif qu'est née la réflexion et puis aujourd'hui ce qui se met en place autour de la restauration collective. On accueille également des groupes sur des temps de formation de séminaires, des groupes de randonneurs, etc. On fait de la résidence d'artistes depuis quelques temps. Enfin, c'est quelque chose qui se faisait de façon assez informelle et qu'on tend à vouloir formaliser, entre guillemets, c'est-à-dire avec une vraie compétence à accueillir correctement et puis intégrer la résidence dans la vie quotidienne de la maison. On fait de la formation professionnelle, alors tant sur de la formation professionnelle et non professionnelle sur l'animation, mais également sur la place de la femme en restauration collective, la place des jeunes de la gouvernance et des questionnements qu'on peut nous amener à avoir. Et puis les deux points sur lesquels je vais particulièrement insister aujourd'hui, c'est celui donc de l'atelier chantier d'insertion en restauration collective qui s'est mis en place depuis 2019. Et puis celui du projet alimentaire que nous portons, qui se veut ambitieux, en tout cas qui se veut réfléchi et un peu atypique. Pour reprendre la diapositive que je vois au fond, effectivement, aujourd'hui, on est 25 salariés, donc, dont 8, j'ai une erreur sur mon PowerPoint, je me souviens, on a 8 salariés aujourd'hui en contrat d'insertion professionnelle sur l'atelier chantier d'insertion restauration collective. On a 5 salariés qui sont en contrat aidé. On a 14 personnes en équivalent temps plein CDI. Et puis, ponctuellement, du fait de notre activité de maison d'animation, on accueille entre 200 et 250 contrats ponctuels d'animateurs. Ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on mette la diapo suivante qui va permettre un peu d'aiguiller ce que je vais essayer de vous raconter autour de la maison de Courcelles. C'est un petit document qu'on a réussi à mettre en place qui nous aide, même nous encore aujourd'hui, un peu à nous repérer dans ce qui se passe sur ce lieu qui est assez atypique.
Alors, géographiquement, on se trouve dans le sud au Marnais, donc on est vraiment dans le sud de la région, au Grand Est. On est à la frontière de la Côte d'Or et on se trouve dans une grande maison, ça fait 3000 mètres carrés, hein, la maison utilisable. Et on est aujourd'hui au cœur du nouveau parc national des forêts. Donc, ça a son importance parce que ça n'a pas initié, mais ça a nourri la réflexion et puis la dynamique d'engagement de ceux dans quoi on se trouve aujourd'hui. Les deux projets dont je vais vous parler, c'est celui qu'on appelle de la fourche à la fourchette. Ça fait résonance avec ce que tu disais, Charles, au début. Et puis un autre autour du projet d'insertion, chantier d'insertion. Alors, comment est-ce qu'il est né, ce projet de la fourche à la fourchette? C'est qu'on s'est rendu compte, via des discussions, que la Maison de Courcelles met en place un projet éducatif qui est très pas contraignant, mais qui est fortement axé sur la pédagogie de la liberté, et puis qui se traduit au quotidien par, à la fois dans l'organisation des équipes et des espaces, par des choses qui permettent aux enfants de prendre le temps et puis de pouvoir travailler sur cet apprentissage à l'autonomie. C'est quelque chose qui est, donc je vous disais, contraignant, c'est pas un mot que j'aime beaucoup, mais c'est quelque chose qui demande du temps et un positionnement particulier pour les adultes qui y travaillent. Et on a une importance particulière sur la qualité des temps d'animation et des temps de vie quotidienne. On a pu constater, dans les réflexions, donc, qu'à un moment donné, la cuisine qu'on proposait à ces enfants n'était pas vraiment une cuisine dite de qualité, donc on était plus sur quelque chose d'assemblage. On avait mis de côté, je crois, cette réflexion. On avait préféré axer toute la réflexion sur les temps de vie quotidienne et ça, mais on avait mis la cuisine de côté. C'est la rencontre avec un chef de cuisine sur un établissement scolaire qui est venu travailler avec nous un été sur la Maison de Courcelles, qui nous a fait faire tilt. Parce que cette personne-là, lui, au sein de son établissement scolaire, mettait déjà en place un travail sur le gaspillage alimentaire, une alimentation saine et de qualité pour les enfants qui participaient, et puis une vraie réflexion aussi sur le coût alimentaire en restauration collective sur un collège, donc éducation nationale. Il nous a interrogés sur différentes choses. Il a commencé aussi à vouloir nous accompagner sur la mise en place. Ça a pris la forme d'une commission au sein de la maison de Courcelles, puisqu'on fonctionne en commission avec les bénévoles. Et ce constat, il y a eu un parallèle qui a été fait avec la rencontre également de producteurs, différents producteurs, et qui ont donné naissance au projet de la fourche à la fourchette. Alors, qu'est-ce que c'est aujourd'hui concrètement le projet de la fourche à la fourchette? Ça a été le principe de dire qu'on accueille des producteurs en résidence sur la Maison de Courcelles. Alors, les trois exemples que je vais vous citer aujourd'hui, qui sont les trois exemples les plus marquants, c'est celui à la fois, si je prends le graphique qui est à l'écran pour tout le monde, j'imagine, on va marquer four à pain à un moment donné. Ça a commencé historiquement avec l'installation d'un boulanger. Donc, c'est une personne qui s'est permis, du coup, de pouvoir prendre cet emploi de boulanger, alors pas de paysan boulanger, de boulanger, en travaillant en partenariat avec la Maison de Courcelles. La Maison de Courcelles a mis à disposition un local qu'elle a réhabilité suivant les desiderata de cette personne qui s'appelle Adrien. C'est-à-dire qu'on a réhabilité un ancien four à pain en le démontant complètement et en reconstruisant quelque chose qui convenait à ses objectifs de production, à savoir un four à pain à sol romaine, donc pour une cuisson au feu de bois, pour un pain fait à partir de blés anciens et au levain. Je vous épargne le descriptif de production, mais on a réhabilité ce four à pain-là. On a mis en place un rucher pédagogique et on a mis également en place des espaces pédagogiques autour pas tellement du maraîchage, mais plus de la plantation, de la botanique. Ces trois espaces, ils sont créés et puis ils sont animés par les producteurs en question, donc Adrien pour le four à pain, Cécile, le prénom de la jeune fille qui travaille sur les ruchers, et puis moi-même en tant qu'animateur sur le jardin pédagogique. Il se trouve que, moi je vous parle aujourd'hui en tant que coordinateur du projet alimentaire de la Maison de Courcelles et puis des espaces pédagogiques, mais voilà, ma première casquette, c'est celle d'être maraîcher, donc je suis paysan maraîcher. Cécile est apicultrice, Adrien n'est pas paysan, mais voilà, il est artisan boulanger. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, la Maison de Courcelles nous a permis de contractualiser à la fois donc moi c'est un équivalent mi-temps sur l'année qu'on a annualisé. Donc la particularité, c'est que les heures de travail que je fais avec la Maison de Courcelles, consciemment, on ne pouvait pas les mettre en été. Moi, c'est ma période pleine de travail, printemps-été. Donc ça a été annualisé, c'est-à-dire qu'à partir du mois de novembre, je reprends mon poste de coordination à la Maison de Courcelles et que l'été, c'est des heures qui sont aménagées et adaptables.
Pour Cécile, ça va se traduire sur un équivalent 10-11 heures semaine, pour lesquelles elle va à la fois faire vivre le rucher pédagogique quand on a des sessions de formation dessus ou des temps de vie d'animation, mais également sur du temps qui va être pris et qui va être financé par la Maison de Courcelles sur le développement de ce qu'on appelle le conservatoire de l'abeille noire. Donc, je fais une petite aparté, mais voilà, Cécile est une passionnée de l'abeille noire, qui est une variété endémique avec laquelle elle travaille et sur laquelle voilà, ça fait des années qu'elle cherche à créer une certaine forme de pureté de ses essaims. Donc aujourd'hui, elle travaille au développement d'un conservatoire de cette espèce en lien avec le CNRS qui mène des études également dessus. Voilà, donc ce projet de la fourche à la fourchette, il nous a permis dans un premier temps de mettre en place ces choses-là avec des objectifs qui étaient bien particuliers, qui étaient ceux de recréer une économie alimentaire de proximité qui, pourrait permettre de valoriser les productions locales, que ce soit celle du maraîchage pour moi, du miel pour Cécile, et donc le pain qui est cuit à la Maison de Courcelles et utilisé pour la cantine quand les enfants sont là, et puis également pour la cantine scolaire que nous fournissons. Alors, peut-être, c'est pas pour écourter, mais peut-être sur la partie cantine, du coup, restauration, voilà. Comment vous en êtes arrivé là? Alors, du coup, comment on en est arrivé là? Sur donc la restauration scolaire qui concerne 2 villages, et ça concerne à peu près 80 enfants quotidiennement, il y a une demande, la mise sur le marché a été refaite en 2016. On s'est positionné pour pouvoir fournir cette cantine scolaire en s'appuyant sur ce projet alimentaire que nous mettions en place. Donc aujourd'hui, ça intègre également le chantier d'insertion. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on permet aussi aux personnes, donc aux 8 personnes qui sont en insertion, qui sont sous l'encadrement d'un encadrant technique, un chef de cuisine, 2 autres cuisiniers et une encadrante, pas technique, mais une encadrante sociale, de pouvoir travailler de façon de qualité, avec du produit qualitatif, avec des temps qui peuvent leur permettre de travailler du produit frais, de faire la transformation, donc on part de produits frais qu'on transforme, et de pouvoir l'intégrer dans les repas au quotidien. D'accord, donc à la fois pour l'école, enfin les 2 écoles, mais aussi pour vos accueils de mineurs en été, c'est ça? C'est ça, alors en été et sur tout ce qui est ce qu'on appelle les classes de découverte, c'est-à-dire que toute l'année, la maison est remplie, c'est 110 lits à peu près, et quasiment toutes les semaines, il y a des... On est d'accord que tout ce que je vous raconte, c'est hors cadre Covid. On a eu 2 années, on est tous d'accord, qui ont été bien particulières, notamment pour nous qui accueillons et qui ne pouvions plus accueillir. Donc voilà, oui, effectivement, cette cuisine elle est donc à disposition des enfants qui sont accueillis tout au long de l'année et des cantines scolaires. D'accord. Et ça représente beaucoup de couverts l'été? Alors, en temps normal, donc en temps hors Covid, on est autour de 40 000 repas année. Sur les temps de cantine scolaire, c'est autour de 8 500, 9 000 repas année. Aujourd'hui, le coût alimentaire que nous visons à avoir, c'est un coût qui est de l'ordre de 1,80 € par repas. Alors, je suis pas l'heure d'aujourd'hui, on est en train de refaire le point sur la saison passée, nos nouveaux approvisionnements et tout ça. Donc, ce coût de 1,80 €, il serait à reconfirmer et je le ferai plus tard. On fera un diagnostic de notre action parce que tout ça est encore relativement jeune. Mais disons que ce qu'on peut retenir, c'est que le coût alimentaire, c'est un objectif économique qu'on a. Mais ce n'est pas là-dessus qu'on s'est basé. On est parti du principe de se dire on travaille sur la qualité à la fois des aliments qui vont être mis dans les assiettes, qui vont être travaillés, sur la qualité de la relation qu'on peut avoir avec les différents producteurs qu'on associe à la démarche, sur la qualité du coup aussi du travail qui va être fait par les personnels de cuisine. C'est là-dessus qu'on a accès. Bien sûr, après, si on arrive à prouver, et c'est le cas en tout cas, c'est possible, que le coût alimentaire n'est pas plus cher en travaillant avec un produit de qualité, de saisonnalité, bien sûr on sera content de pouvoir témoigner de ça. Et en termes de saisonnalité, alors il y avait Manon qui parlait justement de la question de la conservation qui permet justement à des producteurs de trouver des débouchés lorsqu'ils ont des surplus. Est-ce que vous, l'été, le fait d'avoir cette activité, ce qui n'est pas le cas de toutes les cantines scolaires, d'avoir cette activité un petit peu tout au long de l'année avec de l'accueil estival et autres, permet justement de contractualiser avec des producteurs de façon un peu différente, ou en tout cas d'avoir une relation qui fait que l'été, qui est la période où ils produisent souvent le plus, ils ne se retrouvent pas avec effectivement des débouchés qui se réduisent trop. Alors,
La volonté, alors, la saisonnalité des choses, on la prend en compte. La contractualisation, elle est pas faite sur l'année. Par contre, elle est faite au niveau des achats par le chef de cuisine qui est aussi en responsabilité de faire les achats. On s'est créé un annuaire de producteurs locaux qu'on a rencontrés ou qu'on est en train de continuer à rencontrer au fur et à mesure pour essayer de définir avec eux les périodes sur lesquelles ils sont en capacité de pouvoir nous livrer, qu'est-ce qu'ils peuvent nous livrer. Et puis nous, à l'inverse, on tend, c'est pareil, c'est en projet, mais on tend à essayer de les orienter sur des périodicités sur lesquelles on aurait besoin de leurs produits particulièrement. Donc, moi, je vais prendre mon exemple de moi en maraîchage. Aujourd'hui, je fournis le maximum de ce que je peux à la maison de Courcelles dans ma production. Là, on a défini pour l'année prochaine, par exemple, qu'il faudra que je fasse une production de tomates plus élevée que ce que j'ai été en mesure de pouvoir fournir cette année. L'objectif étant de pouvoir transformer pas ce surplus, du coup, ce n'est pas un surplus, ça va être cette production de tomates anticipée pour la transformer, pour pouvoir la passer tout au long de l'année dans les produits de la maison de Courcelles. Quand on va faire des pizzas au four à pain du boulanger, qu'on puisse utiliser la sauce tomate qui vient des jardins qui ont été co-animés par moi, les enfants et compagnie, récoltés par les enfants. Voilà, on essaye d'englober un peu tout ça dans l'activité à la fois et qu'on puisse retrouver du coup les tomates de la maison de Courcelles dans les sauces tomates, même si c'est en hiver. Voilà. Vous réfléchissez en petit écosystème, en fait. C'est ça. Alors, c'est un constat. Nous, on a un territoire rural et pas désertique, mais quasi. Du coup, voilà, la maison de Courcelles, on a un peu un ovni aujourd'hui dans le paysage, puisqu'il y a du coup cette démarche qui s'intègre. On s'intègre dans un PAT, hein, celui du Pays de Langres, qui n'est pas vieux, mais qui se veut ambitieux. Donc, on fait partie des gens qui participons à la réflexion et à la mise en place des choses, que ce soit, donc, comme je disais, par le volet formation pour les accompagnants de cantine, on fait de la formation aussi sur le gaspillage, enfin, contre le gaspillage alimentaire. Et puis en tant que du coup lieu ressource, voilà, pour travailler avec des producteurs. Sachant que dans les projets à venir, il y a celui d'une transformerie également. Et voilà, à ce sujet, j'ai bien écouté particulièrement et été attentif aux premiers témoignages. Et je pense qu'on ne manquera pas de se rapprocher de partage ton frigo pour avoir voilà, des pistes de travail, puisque effectivement, c'est un peu tout nouveau pour nous. Ça, on est issus du monde de l'animation et on s'intègre aujourd'hui dans ce monde-là. Et c'est voilà, pour prendre nos marques. Je poserai une dernière question parce qu'on a un peu débordé sur le temps, mais est-ce que, du coup, comme c'est parti d'une volonté un peu pédagogique, de lier ça, est-ce que par rapport aux jeunes que vous accueillez, et puis même ceux de l'école, il y a cette démarche-là, elle fait sens. Vous voyez déjà peut-être avec les activités autour du four à pain, enfin des changements d'habitude ou des choses. Alors, ouais. Concrètement, oui. Alors, on commence à le voir parce qu'on commence aussi du coup à en faire un bilan, à avoir cet œil un peu critique dessus. Ce qu'ils disaient jusqu'à maintenant, c'était que tous les enfants qui viennent en séjour à la maison de Courcelles moi je les accueillais sur mes jardins de façon informelle. Et du coup, on prenait le temps de regarder qu'est-ce qui pousse à ce moment-là, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on peut manger dedans, comment on peut le cuisiner. On avait déjà cette réflexion à se dire, bon, les enfants sont intéressés. Et aujourd'hui, on peut voir la différence donc en prenant le temps d'accompagner les enfants sur la lecture de ce qu'ils vont manger, de ce qu'ils leur est proposé dans l'assiette. On voit un résultat sur la quantité de déchets, en fin de repas. On a clairement une diminution de ce qui va être mis au compost. On a clairement une appétence aussi, voilà, un plaisir à manger. C'est sûr que ce n'est pas la même chose quand on va manger des betteraves rouges carrées que quand on a pris le temps d'aller dans le jardin, sortir une betterave rouge de chioggia, c'est-à-dire qui est blanche cerclée de rouge, qui a été préparée dans la cuisine pédagogique avec des animateurs et qui est ensuite proposée au reste du groupe. Voilà, ça implique tout à chacun à la fois pas forcément dans la préparation, mais dans ce temps des repas. Et effectivement, on voit nous une différence sur l'appétence, sur les déchets du coup. Ça serait peut-être à mettre en relation aussi avec le fait qu'on a eu réfléchi les quantités qu'on prépare, qui sont préparées et proposées. Mais voilà, clair. L'évaluation aujourd'hui, elle n'est pas évidente. En tout cas, c'est pour moi qui suis à même de pouvoir la faire très concrètement, mais c'est une évaluation sur le nombre d'enfants qui peuvent passer sur les espaces pédagogiques, le nombre de repas qui sont servis, tout ça. C'est très administratif et
pareil, on a hâte de pouvoir le faire plus concrètement. On fera suivre les résultats. Pas de souci. Avec plaisir, on le diffusera sur le réseau Partage. Ouais. Merci beaucoup, Baptiste, pour le témoignage. Je n'ai pas vu de questions dans le chat, Amélia. Non. Alors, on va poursuivre notre cheminement sur la chaîne alimentaire pour aller un peu sur la fin. Alors, la toute fin, ce serait le consommateur et le foyer, mais en tout cas, les étapes d'avant, donc la distribution et l'accessibilité à l'alimentation. Donc effectivement, là encore, le ESS se retrouve beaucoup. Alors historiquement, et on l'a mis tout en bas, mais vous avez un certain nombre de coopératives ouvrières, puis de magasins qui se sont créés sur ce champ de la distribution. Donc vous avez les grandes chaînes de magasins coopératifs qui sont du champ de l'ESS. Vous avez des modèles un peu plus récents qui effectivement se sont structurés soit sous le format d'AMAP, donc d'associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, qui ont pour particularité de préacheter les productions aux producteurs, d'être dans une démarche d'engagement assez fort avec eux sur un certain type de produits. Et puis, un peu plus récemment encore, la résurgence de modèles coopératifs de consommateurs avec, dans toute la région, la Grande Épicerie Générale à Nancy, les Oies Sauvages dans le 68, Graukop à Metz, Pambio, qui sont autant d'exemples de consommateurs qui se réapproprient un petit peu leur alimentation pour la rendre soit accessible, soit aller à l'encontre des pratiques de la grande distribution. Et puis, quand on parle effectivement distribution, on ne peut pas le retirer de la question de l'accessibilité parce que, effectivement, on l'a dit, la part de l'alimentation parmi les ménages modestes est assez importante et c'est souvent celle qui coince et qui, en termes de solidarité, est un enjeu assez fort. Donc, on a un certain nombre, là encore, de structures de l'ESS qui se sont positionnées, aussi bien effectivement les banques alimentaires et tout le réseau de structures d'aide alimentaire qu'on connaît assez classiquement, des Restos du Cœur et des associations humanitaires, mais aussi d'autres modèles qui sont un peu plus récents, depuis une trentaine d'années, donc qui partent notamment des épiceries solidaires, qui ont, à la différence des réseaux que je viens de citer précédemment, pour idée et objet de faire participer le consommateur dans l'achat, c'est-à-dire qu'une épicerie solidaire demande une participation du bénéficiaire qui est souvent de l'ordre de 10% de la valeur réelle du bien, enfin de l'aliment, pour pouvoir y accéder. Et puis, ils ont aussi un format très épicerie. Ils se veulent être une vraie épicerie, mais accessible à des personnes en difficulté. Et puis, d'autres modèles, plus sur les achats groupés, qui se développent et qui s'essayent en région. Alors, on va pouvoir faire, ce sera notre prochain témoignage, donc VRAC Strasbourg, qui va nous expliquer un peu leur fonctionnement. Et puis, un autre modèle, alors peut-être, là encore, ce n'est pas exhaustif, mais qu'on a identifié dans le 54, qui est Emplette et Cagette, dans les coins de Toul, qui essaye aussi de faire de l'achat groupé auprès des producteurs pour rendre accessibles donc, des produits de qualité à des personnes qui ont des difficultés à y accéder. Une chose que je n'ai pas précisée aussi, c'est qu'effectivement, un certain nombre d'associations et d'aides alimentaires reposent sur des circuits qui sont pas courts. C'est pas généralement, c'est de l'aide de l'Union européenne, c'est des dons de la grande distribution, mais ce n'est pas forcément des produits de producteurs locaux. Ce qui est peut-être justement à mettre au regard au modèle là et à l'exemple de VRAC qui va nous en parler. Je suis là. Bonjour. Merci. Donc Léa Leclabar, c'est ça? C'est ça, exactement. Pour présenter l'association VRAC Strasbourg. Donc déjà, merci de l'invitation.
Et donc, je vais commencer par l'origine du projet qui a démarré à Lyon en 2014 suite à des enquêtes terrain auprès des acteurs de l'action sociale. Et donc, il y a un constat qui a été fait, qui était une discrimination face à l'accès à la consommation, et notamment dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, notamment du point de vue de la qualité. Et donc, pour répondre à ce constat, la première association VRAC a été créée d'abord à Lyon et puis 2 ans après, grâce au travail d'essaimage à Strasbourg, donc en 2016. Et donc, l'association, elle s'occupe d'organiser des groupements d'achat en commun de produits qui sont bio et ou locaux au sein des quartiers prioritaires de la politique de la ville. C'est-à-dire qu'une fois par mois, les habitants de ces quartiers se regroupent pour passer commande ensemble en grande quantité de ces produits qui sont de bonne qualité. Et une fois par mois, l'association, accompagnée des bénévoles qui sont les consommateurs, organise des sortes d'épiceries éphémères au sein des centres socioculturels, mais aussi d'autres associations locales dans les quartiers prioritaires. Et chacun vient chercher les produits qu'il a précommandés 2 semaines auparavant. Donc, le but aussi, c'est de ramener les produits en grande quantité et que chacun vienne avec son contenant chercher la quantité de produits qu'il a commandé. Donc ça, c'est une des activités principales. Et à côté de ça, il y a aussi également tout un volet animation. Nous proposons, avec l'animateur de la structure, des animations surtout de cuisine, notamment, où le but, c'est de venir échanger à propos de la cuisine, non pas dans une démarche moralisatrice en disant ce qu'il faut manger ou pas, mais proposer des alternatives, proposer le fait de cuisiner ensemble et que chacun puisse aussi apporter ses connaissances, parce que les connaissances en termes de cuisine, il y en a partout, et notamment de mettre aussi en avant tous ces savoir-faire à propos de la cuisine lors d'ateliers ou lors d'un concours de cuisine annuel. Donc, les principaux objectifs de l'association sont de lutter contre les inégalités de plusieurs points de vue, notamment économiques, avec l'accessibilité à des produits bio locaux, parce que donc, on arrive à baisser le prix en commandant en grande quantité, mais également l'association ne pratique pas de marge sur la revente des produits. C'est-à-dire que le prix d'achat auprès des producteurs sera le prix de revente, et ça, c'est possible parce que les adhérents qui commandent les produits participent à toutes les étapes de l'achat des produits, notamment au moment de la logistique. Il y a des dizaines d'habitants qui viennent faire préparer les commandes. Ils s'occupent aussi de la communication en parlant du projet dans les quartiers à d'autres habitants. Ils sont présents au sein des instances de décision. Enfin, voilà, à toutes les étapes de la chaîne, les habitants peuvent prendre leur place et se réapproprier la consommation. Donc, on intervient aussi d'un point de vue social en développant la cohésion sociale, l'entraide, la coopération. Au niveau de la santé, en luttant contre l'obésité, le diabète. Et aussi, d'un point de vue environnemental, en réduisant la production de déchets, puisque donc, VRAC, c'est pour l'acronyme VRAC est pour vers un réseau d'achat en commun, mais également parce que la plupart des produits que nous proposons sont proposés en VRAC quand c'est possible. Donc, et aussi, il y a un volet de coopération et d'émancipation avec l'implication des adhérents et des habitants pour qu'ils puissent se réapproprier leur consommation et qu'ils deviennent acteurs. Donc, maintenant, c'est le temps de donner quelques chiffres. Donc, aujourd'hui, l'association organise 9 groupements d'achat dans 7 quartiers prioritaires de la politique de la ville différents. Sur Strasbourg, pour localiser. Sur Strasbourg et l'Eurométropole en général. Donc, on a également un groupement qui n'est pas à Strasbourg, qui est dans une petite ville avoisinante qui s'appelle Lille-Kirch. Et bientôt d'autres groupements d'achat dans d'autres communes de l'Eurométropole. Il y a donc environ 500 adhérents pour en moyenne 300 commandes mensuellement. On propose une 60aine de références de produits. Donc pour le moment, ce sont seulement des produits d'épicerie, d'hygiène, des produits secs. On ne peut pas encore proposer de frais. Ce sera une des pistes de développement également.
Et donc, à ce jour, on a encore beaucoup de projets de développement et notamment l'ouverture de nouveaux groupements d'achat. On aimerait aussi beaucoup pouvoir proposer des produits frais parce que c'est une demande qui est de la part de nos adhérents qui est récurrente, de pouvoir avoir accès à aussi également à des fruits et légumes, à la crèmerie, ce genre de produits. Donc, on va très prochainement déménager dans un local qui sera beaucoup plus grand, dans lequel on pourra avoir une chambre froide et on espère prochainement pouvoir proposer ce genre de produit. On a également un projet en cours qui est le développement de groupements d'achat pour les étudiants au sein de l'université, parce que suite à la période qu'on a traversée, il y a une réelle popularisation des étudiants et aussi il y a eu beaucoup plus de personnes qui ont été seules. Donc, le but, c'est aussi de ramener voilà, des échanges et de pouvoir se réunir autour d'un projet qui concerne l'alimentation. Et enfin, on aimerait aussi pouvoir rendre nos produits accessibles à des personnes encore plus précaires, parce qu'aujourd'hui, même en proposant un prix coûtant, les produits que propose l'association DRAC restent inaccessibles à certaines personnes qui sont plus précaires. Donc aujourd'hui, on a des projets on aimerait lancer des projets avec le Centre communal d'action sociale, notamment pour que les personnes qui bénéficient de bons d'achat puissent venir le dépenser chez nous. Et également, au niveau du réseau, on vient d'obtenir une agrégation aide alimentaire qui nous permettrait d'obtenir des subventions à l'achat, proposer ces produits encore moins chers que le prix coûtant à des personnes qui en auraient encore plus besoin. Donc, on a beaucoup de partenaires sur le territoire. Ça va être en premier lieu les centres socioculturels des quartiers prioritaires dans lesquels on intervient, qui nous mettent à disposition des espaces pour qu'on puisse organiser nos permanences, mais aussi dont les salariés nous aident beaucoup dans la mise en place des permanences, mais également qui communiquent à propos du projet auprès des habitants de tous ces quartiers. Il va y avoir aussi d'autres associations locales, comme une micro-crèche d'insertion au sein de laquelle on organise des distributions. Et puis, on travaille également avec plusieurs acteurs de l'animation pour pouvoir rencontrer toujours plus d'habitants et parler du projet. Et ensuite, il y a aussi les acteurs qui sont soutiens financiers. Donc, en première place, l'Eurométropole de Strasbourg et la ville de Strasbourg qui nous soutiennent financièrement, notamment pour financer un local et rémunérer les salariés. Et il y a également certaines fondations privées comme la Fondation Abbé Pierre ou encore les bailleurs sociaux des quartiers dans lesquels on intervient. Donc aujourd'hui, un des besoins principaux, ce serait la stabilisation du modèle financier et la pérennisation des soutiens financiers que nous avons. Parce que pour fonctionner, l'association a besoin d'employer des salariés et de les rémunérer. Par rapport au groupement d'achat et le prix que payent les bénéficiaires, donc par exemple, si tu peux le détailler, quelqu'un qui participe au groupement d'achat, il paye uniquement le prix de revient du produit ou est-ce qu'il participe au financement du fonctionnement? Alors, les adhérents en payant en payant un produit, vont seulement payer le prix de revient. C'est-à-dire que le prix que nous proposons aux adhérents, c'est le prix auquel nous avons acheté au producteur. Pour autant, il y a quand même une adhésion à l'association qui est à partir de 1 € par an pour les habitants des logements des bailleurs sociaux ou autres situations de précarité, et un abonnement qui est à partir de 20 € pour les personnes qui ne sont pas concernées par ces situations. Après, par exemple, à Lyon, ils ont un double système de tarification où il me semble que les habitants qui ne sont pas concernés par des situations de précarité payent, eux, en plus 20%. Nous, ça n'a pas encore été mis en place à Strasbourg, mais c'est aussi une des choses qui peut être envisagée pour générer de l'autofinancement. Oui, parce qu'effectivement, c'est un modèle, tu le disais, c'est essentiellement les partenaires publics du coup qui permettent au fonctionnement de tenir. Exactement. Je ne sais pas si je ne l'ai pas mis dans mon mot d'introduction, donc je trouvais intéressant quand même de le redire. Il y a une étude qui date de 2019 qui provient d'ATD Quart Monde
qui avait essayé de quantifier cette notion d'accessibilité et de se nourrir dignement, et qui avait estimé justement enfin, tu me corriges si je dis des bêtises, mais qu'une partie de leurs bénéficiaires à ATD Quart Monde n'ont que 57 € par mois pour se nourrir. En tout cas, enfin, c'est un panier qui est extrêmement faible, hein. Donc, effectivement, quand on parle d'accessibilité, c'est pour une catégorie de la population qui... Oui, il y a un véritable enjeu. Après, l'accessibilité, elle peut être problématique, soit pour un enjeu géographique, parce que de toute façon, ouais, voilà, enfin, dans une grande ville comme celle de Strasbourg, pour avoir accès à des produits de bonne qualité, ils ne seront quasiment uniquement proposés que dans le centre-ville et pas directement dans les quartiers périphériques. Et puis aussi, il y a une question de moyens financiers. Les produits de meilleure qualité coûtent évidemment plus cher. Et en termes justement de qualité ou c'est pas exclusivement du local, puisqu'il y a cet enjeu de répondre à des besoins, à des attentes. Donc, comment vous faites, voilà, pour vous fournir Donc, les produits qui sont proposés, c'est toujours de la demande des adhérents. C'est eux qui nous disent on aimerait trouver ce produit-là au sein du vrac. Donc, nous, on fait passer des questionnaires pour pouvoir estimer quel est le produit qui est le plus sollicité. Et ensuite, on se met l'équipe, soit avec des bénévoles, soit l'équipe salariée, se met à la recherche des produits que nous pourrions proposer. Et donc là, il y a un arbitrage qui est fait entre le fait de trouver le produit localement, le fait qu'il soit le moins cher possible. Donc, et aussi évidemment le fait qu'il soit bio. Donc là, c'est le conseil d'administration qui est dirigé par les adhérents, qui décide quelle proposition nous allons retenir. Donc, dans certains cas, par exemple, ça va être le cas pour les œufs que nous proposons. Ils viennent de Lingolsheim, donc qui est une commune collée à Strasbourg. Donc, ils sont locaux. Ils sont vraiment pas chers du tout, puisqu'on peut les proposer à 14 centimes l'unité. Mais par contre, ils ne sont pas bio. Donc là, on fait un travail où on connaît les producteurs, on organise des visites des habitants chez le producteur pour qu'ils nous montrent aussi leur façon de travailler. Et aussi, ils nous expliquent que, par exemple, ils font pousser eux-mêmes leurs céréales pour nourrir leurs poules, etc. Et donc là, le compromis, il a été fait sur la certification, puisque la certification rend a fortiori le produit plus cher. Et donc, on s'est dit, on a fait main basse sur la certification pour quand même proposer ce produit-là, qui est un produit un des produits qui fonctionne le mieux chez nous et qui est le plus commandé. Après, pour les produits qu'on ne peut pas trouver localement, ça va être le cas des fruits secs que nous proposons. Là, par contre, on propose obligatoirement du bio, puisqu'on n'a pas le moyen de connaître les producteurs, de savoir comment ils travaillent. Et donc, si les produits viennent de plus loin, ils seront forcément biologiques. Et sur ces discussions, c'est une discussion un peu démocratique. Est-ce qu'il y a, comme c'est un projet qui est relativement ouvert, il n'y a pas de, voilà, je parle de bénéficiaires, mais ce n'est pas forcément le terme, mais il n'y a pas de validation à l'entrée, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que, voilà, il y a des débats, des choses un peu surprenantes ou effectivement tu vois des sociologies peut-être différentes qui Alors, discutent. effectivement, le but, c'est quand même de l'association et de pouvoir accueillir n'importe qui. Donc, c'est aussi de mixer les publics, que chacun puisse venir comme il est chez VRAC et ne pas se sentir bénéficiaire d'un projet social, mais juste venir comme un consommateur classique. Donc, en fait, effectivement, il y a des publics qui se mélangent. Avec à partir de cette année, une adhésion différenciée, mais le but, c'est vraiment de pouvoir mixer les publics et aussi de donner une meilleure image à ces quartiers, parce que certaines personnes viennent aussi à l'origine pour participer au projet VRAC au sein d'un centre socioculturel qui est présent dans un quartier prioritaire. Et puis finalement, il finit aussi par y rencontrer des gens, participer à des animations, s'intéresser au programme culturel qu'il y a au sein de ces quartiers, parce qu'il est riche, mais quand on habite pas dans un quartier prioritaire, on ne connaît pas, on ne sait pas tout ce qui se passe dans ces quartiers-là. Et à Strasbourg, c'est vraiment aussi très vivant tout ce qui s'y passe. Et donc voilà, ça permet aussi de participer au changement d'image de ces quartiers. Alors, c'est le seul de la région Grand Est, hein, il me semble. C'est ça. Et donc, au niveau national, vous en êtes à combien d'antennes
Alors là, ça a tellement évolué ces derniers mois que j'ai peur de me tromper. J'allais dire une dizaine, mais j'aurais dû prendre mes fiches avant de commencer. En tout cas, avant, donc c'est au début d'année que le réseau national s'est créé. Auparavant, il y avait seulement des associations de RAC qui évoluaient dans différentes villes. On travaillait déjà ensemble, mais ça n'avait pas été formalisé sous la forme d'un réseau. Et en fait, le réseau s'est créé pour pouvoir répondre à un appel à projet national. Et donc, depuis cette année, il y a au moins 5 nouvelles associations qui se sont créées sur le territoire français. Donc, on doit être à une dizaine. Et donc, la première association a été créée à Lyon. Ensuite, c'était Strasbourg, Bordeaux, Toulouse et Paris. Et aujourd'hui, dans beaucoup plus de villes en France. Et il y a aussi le premier projet VRAC en milieu rural qui a démarré cette année. D'accord. Dans quel coin, par curiosité Dans le coin de Die. En Ardèche, peut-être, c'est ça? Oui, voilà. Il me semble que c'est bien ça. C'est ça, d'accord. Ce que je trouve intéressant quand même, c'est cette diversité un petit peu de projets et surtout la complexité un peu de chacun. Enfin, chacun a essayé de développer un petit peu, de prendre en compte à la fois la complexité, enfin, les réalités de son terrain, son territoire, mais aussi de l'enrichir d'énormément de points de vue, de transversalité. On l'a vu sur VRAC, mais aussi la maison de Courcelles avec tout cet écosystème, les aides de Varise, effectivement, qui en plus a plusieurs entrées et débouchés à la fois sur que ce soit la production ou effectivement la restauration collective. Donc, je trouve que ça donne beaucoup de matière à penser, en tout cas. Et puis effectivement, les listes qu'on a présentées étaient très, très, très loin d'être exhaustives sur tous les sujets qu'on a abordés. Donc, je pense qu'on n'a pas fini de découvrir des beaux projets en région Grand Est sur la thématique de l'alimentation, puisque c'est quand même très, très large. Mais en tout cas, si je sais que dans les participants, il y avait des acteurs aussi de l'alimentation durable et ESS en Grand Est. J'ai vu le Colécosol, on ne l'a pas cité dans la sensibilisation au commerce équitable, mais évidemment, des acteurs, il y en a une multitude. Donc, peut-être qu'un jour, on aura la liste exhaustive de tous les acteurs de l'alimentation en Grand Est national. Ce serait le rêve. Mais voilà, en tout cas, je ne sais pas, je laisse encore la possibilité à certaines personnes de réagir par écrit ou à l'oral. Présentation trop confidentielle qui demanderait à être plus partagée. Oui, en effet. Bah, je partage votre remarque et donc on rediffusera, je pense, des extraits de ce webinaire largement sur chacun de nos réseaux. On le transmettra aussi aux personnes qui étaient inscrites à ce webinaire. Donc, si parmi vous, il y a des gens qui n'étaient pas inscrits, qui ont juste, voilà, qui se sont connectés directement sur le lien, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'issue de ce webinaire. Voilà, on diffusera tout ça, car les témoignages méritent d'être entendus, en effet. Ouais. Et je pense qu'on va enrichir aussi un petit peu le PowerPoint des réactions, réflexions notamment de François pour inclure quelques liens supplémentaires. Effectivement, n'hésitez pas. On vous a mis des ressources aussi là, sur cette dernière slide et des contacts si vous souhaitez poser des questions à la fois à moi ou effectivement aux intervenants qui ont présenté leur projet. Vous avez des ressources aussi beaucoup sur... alors, la première, mais je sais parce que c'est ma boutique, il y a beaucoup de ressources sur le site Partage, je ne l'ai pas remis là, mais effectivement sur aussi différents sites qui ont essayé de traiter ce lien entre l'ESS et l'alimentation durable. Lien, je pense, qui est intimement lié aussi à cette question un peu de complexité, parce que je pense que c'est un avis personnel, mais il y a que, ou en tout cas essentiellement les structures de l'ESS qui arrivent à intégrer ces questions de complexité, de prise en compte d'autres choses que l'économique, mais bien l'intérêt général, de l'éducation, de la démocratie. Donc je pense, voilà, c'est pour ça que c'est intimement lié et que c'est un sujet, je pense, qui est inépuisable, mais vous aurez dans ces ressources pas mal de grains à moudre.
On a aussi des ressources papier, donc je vais le remettre sur le PowerPoint, mais ça ne se voit pas, c'est flouté, mais il y a un livre assez intéressant sur la question de l'accessibilité qui a été édité par le fondateur de VRAC, qui récapitule pas mal de choses, donc on va enrichir tout ça. Et puis des événements aussi qui peuvent vous permettre de revenir un peu sur ce sujet-là. On a le festival pour les Meurthe-et-Mosellans essentiellement, mais n'hésitez pas à venir. On a le festival alimentation durable à la Cité des Paysages le 21 et 22 novembre prochain. Sur le 23 novembre, toujours en Meurthe-et-Moselle, et c'est notre tropisme, on a le lancement d'une initiative qui s'appelle Bouge ton coq, qui est grosso modo la création et le financement par le conseil départemental d'épicerie associative. Et puis, nous, au sein du réseau, on organise des rencontres régionales annuelles pour discuter de tout ça, en plus de toutes nos discussions au fil de l'année. La prochaine a lieu, et ce n'est pas un fait exprès, mais aussi en Meurthe-et-Moselle. La première aurait dû se tenir à Langres en période de confinement, mais effectivement, celle-ci se déroule à Nancy. Donc, n'hésitez pas. Je pense qu'on arrive voilà, à la fin de ce webinaire. J'ai envie de vous remercier tous. Alors, je ne sais pas si Charles, avant, tu veux, voilà, tu as peut-être un petit mot final avant que je vous remercie et que je clôture ce premier webinaire du deuxième jour des 48 heures. Non, les mêmes remerciements. Et puis, c'est vrai que ma petite conclusion, c'était un petit peu sur ces liens ESS, alimentation durable, qui me semblait important. C'est un sujet dont on n'a pas fini de parler, effectivement. Donc, merci à toi, Charles, donc, du réseau Partage pour nous avoir présenté et pour avoir animé ce webinaire. On remercie Xavier Thiebaud qui a dû nous quitter à cause d'un souci technique, donc de l'ESAT de Varise, Manon Carr de la conserverie locale, Léa Leclabard de VRAC Strasbourg et Baptiste Galissot de la Maison de Courcelles. Voilà, donc il y a encore 2 webinaires dans cet événement, les 48 heures d'achat responsable. L'un à 14 heures sur les énergies renouvelables locales et voilà comment on peut agir à son échelle sur ces questions-là. Et la clôture des 48 heures se fera avec justement un focus sur le marché house de Strasbourg, donc de 16 heures à 17 heures. Voilà. Belle journée à tout le monde et encore merci pour votre participation. Merci à tous. Merci à vous.